Au sommaire de ce journal, le président Donald Trump fait son retour à la Maison-Blanche. Le 47e président des États-Unis d'Amérique a prêté serment lundi 20 janvier à la Maison-Blanche. Nous y reviendrons dans notre page dédiée à l'invité du journal. Notation financière de la commune de Boaké. Les résultats présentés révèlent que la ville a un fort potentiel économique. Promotion immobilière, la société BOPA International Côte d'Ivoire reçoit un agrément de promoteur immobilier. Et puis religion, la première cohorte des 18 Catherines initiée par le chantre Exaucé Victoire en retraite spirituelle. C'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Débutons avec une notation financière. La mairie de Boaké, en collaboration avec Bloomfield, a organisé une cérémonie lundi 20 janvier à Abidjan. Au cœur de la rencontre, la restitution des résultats de la notation financière de la commune de Boaké, une commune à fort potentiel économique. Un résultat qui satisfait à plus d'un titre les investisseurs et les collectivités locales. Les précisions avec Alan Itoua et Tima Traoré. La ville de Boaké note désormais un résultat financier modéré de 3B à long terme et de A3 à court terme. Un résultat satisfaisant pour le maire de cette commune, Amadou Koné, et ses collaborateurs de Bloomfield, qui affirment que ces résultats permettant à la commune de Boaké de bien fonctionner. En effet, la notation financière de la mairie de Boaké a pour objectif de renforcer la transparence et la bonne gouvernance, d'assurer la crédibilité de la commune auprès des investisseurs et des partenaires techniques et financiers, de faciliter la levée de fonds et de réaliser des investissements sans avoir forcément recours à l'État central. La notation financière est une démarche légale. Elle est autorisée, monsieur le cher frère, elle est autorisée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA. Eugène Akawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC en sigle, à son tour, il a félicité ses organisateurs, précisément le maire de la commune de Boaké, pour cette initiative. La restitution aujourd'hui, je voudrais vraiment me féliciter, me réjouir en tant que témoin majeur, mais également en tant que président de l'ADCI pour l'initiative majeure, vraiment témoin majeur pour l'initiative majeure prise par monsieur le maire de la commune de Boaké. Donc, la logique de la notation des collectivités locales, c'est permettre aux collectivités locales de pouvoir lever des fonds alternatifs au-delà de leur budget, qui sont généralement nettement insuffisants pour les investissements, et leur permettre d'investir dans des infrastructures lucratives et des infrastructures dont ils ont besoin pour leur permettre d'entamer le développement économique qui est attendu de ces collectivités locales. Pour rappel, la notation financière est une démarche légale et a pour objectif de renforcer la transparence et la bonne gouvernance, chose faite pour cette année 2025. Poursuivons cette édition avec une note sur l'immobilier. Récemment, le village des Locato, situé dans la commune de Bingerville, a accueilli une cérémonie de remise de terrain aux populations. 5 familles ont officiellement reçu leur terrain dans le cadre de l'application de la Convention de lotissement signée en 2016. Cette initiative vise à formaliser la propriété foncière des villageois et à stimuler le développement économique et social de la communauté locale. Le commentaire de Pierre Tebeu. C'est un cadeau de fin d'année qui vient d'être remis à certains riverains de la localité des Locato dans la commune de Bingerville. Un soulagement après une décennie d'attente. 5 d'entre eux ont assisté à la formalisation de leur terre ce jeudi 16 janvier 2025. Un acte qui permet de participer à améliorer les conditions de vie des villageois et renforcer leur autonomie économique. Des enjeux majeurs de la Convention de lotissement
et son rôle dans la consolidation de la sécurité foncière au sein de la communauté. Aujourd'hui, c'est le temps. Grâce à votre dynamisme, votre savoir-faire et vos conseils avisés, nous avons pris la pleine mesure de la valeur de nos terres. Beaucoup de péripéties. Nous avons pu satisfaire à toutes les formalités d'usage, c'est-à-dire les formalités administratives et même techniques. Donc aujourd'hui, il importe que Afrifoncier remette à chaque propriétaire terrien le nombre de lots qui lui revient. Là, on a plus d'expérience, donc on a voulu faire ça de façon officielle, de sorte que demain, il n'y ait pas de plaignants, de sorte que ceux qui vont investir, payer les terrains, bâtir les maisons, toutes ces personnes-là soient vraiment en sécurité. Cette remise des terrains constitue une avancée significative pour la communauté, ouvrant la voie à un développement local durable fondé sur la sécurité foncière et l'autonomisation des habitants. Le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire a procédé à Cocody-Angré, 8e tranche, à la remise de l'agrément de promoteur immobilier agréé de Côte d'Ivoire à la société BOPA International. Il s'agit d'un document important qui permet désormais à la société internationale de fonctionner sur le territoire ivoirien en toute légalité. La procédure de demande d'agrément de promoteur immobilier obéit à plusieurs étapes, nous disent Pierre Tebeu et Christian Guilly. Le secteur immobilier en Côte d'Ivoire connaît une croissance continue depuis quelques années. Cela s'explique, entre autres, par l'émergence d'une classe moyenne à la recherche de logements neufs et confortables. Pour répondre à cette demande exponentielle, de nombreuses entreprises de promotion immobilière se sont implantés en Côte d'Ivoire. Ce samedi 18 janvier 2025, BOPA International a reçu son agrément de promoteur immobilier des mains du président de la fêtière devant invités et amis. Une sorte d'autorisation de fonctionner. Un précieux sésame qui réjouit son président-directeur général. Donc pour moi aujourd'hui, c'est de remercier ceux qui ont battu à ce que moi j'ai cet agrément. Et je tiens en tout cas à ne pas le décevoir. Pour moi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans le besoin de logement, comme tous les pays de l'Afrique. Et je dois faire en tout cas de mon mieux pour en tout cas la Chambre. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire compte s'appuyer sur l'expertise de BOPA International pour répondre au déficit de logement en Côte d'Ivoire. Alors, les attentes de la Chambre sont simples. Travailler avec des professionnels, permettre au secteur d'être professionnel pour que les Ivoiriens puissent avoir un logement décent. La cérémonie a vu la présence des agents du ministère en charge de la construction, de la fêtière et du personnel de BOPA International. Et revoilà le président Donald Trump à la Maison-Blanche. Le 47e président des États-Unis d'Amérique a prêté serment lundi 20 janvier. Pour décrypter cet événement, nous recevons sur notre plateau M. Serge Nedro. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, M. Serge Nedro, vous êtes un observateur de la politique américaine. Vous êtes économiste, CEO du groupe Alliance Holding et président de la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa, également auteur du livre « L'héritage Trump en Afrique », en librairie déjà au Canada et qui sera disponible en Afrique en février. Tout à fait. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, M. Serge Nedro, avant de revenir au décryptage de la prestation du président Donald Trump, très rapidement, l'héritage Trump en Afrique, dites-nous, quelle réalité? C'est une grande réalité. Comme je vous l'ai dit, je suis le président Trump depuis un moment, depuis pratiquement 2015, depuis l'annonce de sa première candidature pour être président, d'abord la candidature aux primaires.
Et donc, c'est un homme dont aussi j'ai lu beaucoup de livres, par exemple son livre là, de la négociation. Et c'est un homme vraiment atypique, hein, au plan entrepreneurial comme au plan politique. Et donc, pour moi, il était important que l'Afrique puisse le découvrir, surtout la jeunesse africaine, surtout la future élite africaine, puisse le découvrir sur toutes ses facettes. C'est pour cela que j'ai évidemment entrepris cette grande mission d'écrire sur le président Trump, qui a beaucoup déjà d'écrits sur lui, mais jamais aucun Africain, jamais un Africain n'a écrit sur Trump. Et il fallait que je puisse, y penser, écrire et tout ça. Et vraisemblablement, quand on regarde la vie du président Trump, nous voyons que la vie du président Trump, le parcours du président Trump ressemble plus ou moins au parcours de l'Afrique. Donc dans ce livre, je crée le parallèle entre le parcours du président Trump et le parcours de l'Afrique. Parce que voici un homme, par exemple, évidemment, qui est milliardaire et qui décide d'être président de la République en 2015 et qui devient président de la République en 2016. Et vous voyez que donc il est au summum, évidemment, de sa gloire. Et après qu'il connaît, un passage dans le vide, un passage difficile, un temps compliqué, où il perd le pouvoir en 2021, où il est poursuivi par les tribunaux, où il va jusqu'à même à risquer sa vie. Il prend une balle en Pennsylvanie, dans un champ de Pennsylvanie, comme lui me l'a dit hier. Et du coup, il se bat contre tout le système, il se bat et il redevient encore président, évidemment, des États-Unis d'Amérique. Et c'est l'histoire de l'Afrique. Voici une Afrique qui a connu toute sa gloire. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est le berceau des sciences avec les hiéroglyphes. Tous les savants européens, occidentaux sont passés par l'Afrique. Hein. Plutarque, Platon, tous ces hommes ont été formés en Égypte, dans l'Égypte antique. Donc l'Afrique a connu cette gloire importante. Et voici un temps où l'Afrique passe dans un passage à vide également, où l'Afrique connaît l'esclavage, l'Afrique est esclavagisée, l'Afrique est colonisée, l'Afrique perd tout, l'Afrique n'est plus reconnue, n'a plus sa place dans le Conseil des Nations comme autrefois dans l'Antiquité. Donc vous remarquez que c'est le même truc, mais seulement que Trump ne s'est pas assis pour pouvoir se morfondre sur son sort, il s'est battu, et c'est ce que je dis dans ce livre, donc je dis, c'est ce modèle, je dis aux Africains, il faut se battre, il faut prendre les mêmes valeurs que Trump, les mêmes techniques qu'il a utilisées, l'abnégation, qui est le courage, la persévérance, la combativité, pour aller de l'avant et sortir et être dans le Conseil des Nations et s'asseoir sur la table des grands, comme Trump l'a fait encore une deuxième fois, et c'est possible pour l'Afrique. Et deuxièmement, nous voyons que les valeurs que Trump prône sont les valeurs africaines également, parce qu'il prône par exemple les valeurs de Dieu, qu'en Afrique, que vous soyez musulman, chrétien, animiste, vous croyez qu'il existe un Dieu qui est puissant, qui est créateur de toutes choses et qui est grand. Et ça, Trump le dit clairement, il dit clairement qu'il existe un Dieu. Et deuxième valeur, Trump dit la famille c'est l'homme et la femme. Et il a dit hier encore dans son discours, il dit qu'il n'y a de reconnaissance que deux sexes dans le monde, tel que Dieu l'a créé, l'homme et la femme, point final. Il n'y a pas un autre genre. Donc, et les Africains aussi, majoritairement, croient qu'il n'existe que deux sexes, l'homme et la femme, donc ils ne sont pas dans les questions de genre, ainsi de suite. Donc Trump n'arrive pas à genrer la société, donc vous voyez qu'il a des valeurs communes aux Africains, et c'est un homme, en tout cas, que les Africains devaient connaître véritablement. Et dans ce livre, j'ai écrit cela pour que les Africains puissent apprendre à le connaître, puissent connaître les valeurs de droite, les valeurs, des conservateurs, ainsi de suite. Et je crois qu'en tant qu'homme de droite, je ne devais que décrire ce que c'est que Trump véritablement, parce que les médias nous ont tout le temps décrit Trump comme étant un homme qui n'aime pas les Africains, alors que c'est l'homme qui aime véritablement les Africains. On a hâte de lire ce livre et de comprendre davantage. Absolument. Alors, M. Nedro, revenons à l'actualité du moment. Ce lundi, Donald Trump a prêté serment, un des événements les plus médiatisés au monde, et pour cause. Effectivement, c'est un événement historique, ce que nous vivons là, parce que déjà, ça part du comeback lui-même. Voici un président de la République, c'est le deuxième président aux États-Unis qui fait ce type de comeback. Et je crois que le premier l'a fait en 1892, si j'ai bonne mémoire. Et donc, Trump fait un comeback extraordinaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est l'homme qui a connu plus de charges que, comme il le dit, que des anciens bandits de grand chemin, qui ont commis des crimes extraordinaires. Et il est l'homme qui se relève, comme je l'ai dit. Donc, voici quelqu'un dont nous voyons le comeback et qui montre qu'on peut aller de rien et se battre et devenir quelqu'un. Ça, c'est très important. Et ce qu'on a vu hier,
on a vu le retour d'un président qui est prêt à tout donner pour l'Amérique. Vous l'avez vu hier, dans son discours d'investiture, il a été, je ne dirais pas très agressif, mais il a été offensif dans ce qu'il va faire. Jamais on a vu un président américain dans un discours d'investiture dire en même temps ce qu'il va dérouler, qui va prendre par exemple le canal de Panama, qui veut le Groenland. Ça n'a jamais été le cas. On a été habitué, hein, en tant qu'observateur de la politique américaine, à un discours d'unité, un discours pour réunir le pays. Mais là, il a été dans l'offensif, il a été direct en disant ce qu'il voulait faire et en prenant vraiment ses idées. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Et la bonne chose qu'on a remarqué hier, c'est la signature des décrets, d'une centaine de décrets présidentiels devant ses partisans. Ça ne s'est jamais passé auparavant. Et je pense que voilà, c'est un moment historique que nous vivons. D'accord. Ce que le président Donald Trump compte faire, on en parle. Donc, quels sont les grands chantiers du président en termes de réformes internes, géopolitiques, politique internationale ou guerre commerciale? Il y a beaucoup de réformes qu'il veut faire. Déjà, au niveau interne, le président Trump parle de ce qu'il doit mettre de l'ordre dans l'armée américaine. Il prône là deux sexes forcément, l'homme et la femme. Ça, c'est le premier point qu'il dit. Il dit également au niveau interne qu'il est important que l'État puisse prendre soin des Américains. Voilà, il ne faudrait pas qu'on dépense de l'argent partout et c'est pour cela qu'il est sorti de l'accord de Paris. L'accord de Paris qui va permettre aux États-Unis de conserver 1000 milliards de dollars qu'ils donnaient généralement comme subvention par rapport à cet accord. Et donc, il va réinvestir tout cet argent-là dans l'économie américaine, et évidemment. Bon, c'est comme si on disait Trump revenait simplement dans une position d'un isolationniste, que voilà, il ne veut pas aller de l'avant. Mais c'est à juste titre, parce que comme il dit l'Amérique d'abord, America first. Il dit l'Amérique d'abord. Et il dit, pour lui, c'est l'Amérique d'abord, et l'Amérique appartient aux Américains, il faut prendre soin d'eux. Ça, c'est au plan interne. Au plan externe, ou sinon au plan de politique étrangère, le président Trump a été clair. Il dit qu'il veut être un faiseur de paix. Il veut être un faiseur de paix. Il n'est pas dans des politiques interventionnistes dans le monde où il faut aller créer des guerres. Il dit toutes les guerres qui sont actuellement là dans le monde, dans lesquelles évidemment les États-Unis sont impliqués, il va les éteindre. Et je crois qu'il vient de prendre un décret mettant fin aux aides gouvernementales américaines aux pays étrangers, y compris l'Ukraine, par exemple, pendant 90 jours, y compris l'Ukraine. Ça veut dire qu'il ne va plus donner des milliards de chèques à blanc au président Zelensky, il ne va plus donner des chèques à blanc à l'OTAN, ainsi de suite. Et il demande aux pays de l'OTAN de cotiser. Avant, le premier mandat de Trump parlait de 3%. Aujourd'hui, Trump parle de 5%. Il faut qu'ils arrivent à cotiser 5%. Et il a dit hier également, lors de son interview dans le bureau ovale où il signait des décrets, il a dit comme ça clairement qu'il fallait que ce n'est pas normal que les États-Unis aient plus de 200 milliards d'investissements supérieurs aux pays de l'OTAN. Tandis que vraiment l'Ukraine ne se trouve pas dans la porte à côté des États-Unis, ça se trouve en Europe. Il y a un océan qui sépare évidemment les États-Unis et l'Europe. Donc quelque part, quand même, c'est un président d'un pragmatisme clair, précis et qui est prêt à défendre les intérêts de son pays, mais en pensant d'abord à ses citoyens qui sont des citoyens américains. D'accord, visiblement. Alors, revenons au choix des hommes pour conduire cette politique de Make America Great Again. J'ai envie de citer le milliardaire Elon Musk qui a un grand pouvoir dans cette nouvelle administration. Dites-nous, M. Nedro, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Pas du tout, pas du tout. Et quand les gens surestiment le pouvoir de Musk, voici quand même, j'ai envie de dire, voici quelqu'un qui a pris le plus gros risque de sa vie. Parce que lorsque Musk prenait ce risque, il n'y avait pas les milliardaires comme Jeff Bezos étaient dans le coin, et ils n'ont pas pris ce risque. Mark Zuckerberg non plus. Donc voici un milliardaire qui prend le risque de soutenir un outsider qui est Donald Trump. On ne sait pas s'il va gagner ou pas. Mais aujourd'hui, on dit non, Musk prend trop de pouvoir. Mais revenons en arrière et faisons un peu, reposons-nous la question différemment. Et si Trump ne gagnait pas? Et si Trump ne gagnait pas, qu'est-ce que Musk allait devenir aux États-Unis d'Amérique? Il y a eu des événements qui sont passés inaperçus devant les médias. Est-ce que vous savez que Musk a subi des procès où on a dit qu'il est rentré aux États-Unis de façon frauduleuse et que du Canada, parce que Musk de l'Afrique du Sud est d'abord parti au Canada, et c'est du Canada qu'il est parti aux États-Unis. Et que son départ du Canada et son arrivée, j'ai envie de dire, aux États-Unis s'est fait de façon frauduleuse. Vous imaginez si cet homme qui a pris un tel risque
que Trump ne gagnait pas, mais attends, il allait tout perdre. Peut-être même perdre sa vie comme Trump l'a connu, plus ou moins, ou a failli le connaître. Donc, quelque part, Musk, aujourd'hui, jouit du fruit du choix qu'il a eu à faire, du risque qu'il a eu à prendre, le risque de soutenir un homme de droite, et en dehors et Musk va continuer, comme ils l'ont dit. Hein. Ils ont posé la question à Donald Trump pour savoir, mais Musk, il prend des décisions, il dit, Musk a la possibilité de faire ce qu'il veut, c'est un être humain. Je ne peux pas lui dire de faire ceci ou cela. Mais dans l'équipe, pour répondre un peu à votre question, dans l'équipe du président Donald Trump, il n'y a pas que Musk. Il y a Pam Bondi, voilà, il y a Pam Bondi qui a été nominé par Trump pour devenir ministre de la Justice. Pete Hegseth qui a été nominé par Trump pour devenir le ministre de la Défense. Il y a Marco Rubio également, qui est un chevronnier, un expérimenté, un sénateur américain très expérimenté, qui sera, j'ai envie de dire, ministre des Affaires étrangères, qui a été même confirmé hier par le Sénat américain, par 99 voix contre 0. Donc, quelque part, on voit qu'il a choisi des hommes d'expérience. Mais il a aussi choisi des hommes de confiance, mais il a aussi choisi des hommes très jeunes pour montrer déjà qu'il y a une succession. Et ça, c'est un message envoyé à nos chefs d'État, à nos opposants en Afrique, qui comprennent que faire de la politique, c'est aussi former des successeurs. Faire de la politique, c'est aussi former des gens qui sont capables, évidemment, de prendre la place. Et je parle à tout le monde, à ceux qui dirigent aujourd'hui les pays africains, comme ceux qui sont dans l'opposition. D'accord, merci M. Serge Netro pour toutes ces précisions. Nous poursuivons cette édition. Le palais Éburni demeure de Sa Majesté Tchifizi était en fête. Un déjeuner y a été organisé par le roi pour recevoir l'association Gagnoa Nouveau, venue se faire connaître et présenter ses vœux. Gagnoa Nouveau est une association citoyenne qui a pour ambition de réunir tous les natifs de la région du Gor pour parler de développement. Le compte rendu de Philippe Zabo et Richard Akeke. Développement et unité. Tels sont les maîtres mots de Gagnoa Nouveau, un mouvement citoyen qui ambitionne de réveiller tout le potentiel de la région de Gagnoa. Ce message a été porté haut et fort par son secrétaire exécutif lors d'un déjeuner offert par Sa Majesté Tchifizi. Gagnoa Nouveau a deux objectifs. Le premier objectif, c'est le rassemblement des enfants de Gagnoa. Et le deuxième objectif, c'est le développement. On crée Gagnoa Nouveau parce que à l'époque, Gagnoa ancien là, c'était des enfants de Gagnoa qui se regardaient en chien de faïence. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous savez que la politique a divisé tout le monde. Donc, quand des enfants de Gagnoa sont d'un bord politique et d'autres enfants sont d'un autre bord politique, ils se regardent en chien de faïence, ils font des réunions dans les clans politiques, mais jamais on a rassemblé les enfants de Gagnoa ensemble pour parler de développement. C'est ce que nous venons de réussir. Ce discours fédérateur a trouvé un écho favorable auprès de Sa Majesté. Aujourd'hui, c'est aussi pour moi un jour symbolique. Pourquoi? Parce que, vous voyez, tous les partis politiques sont assis ensemble. Les partis politiques sont ensemble parce qu'ils ont un dénominateur commun, Gagnoa. Et c'est cela, l'objectif que moi, personnellement, je souhaiterais atteindre pour cette nouvelle génération. Si vous êtes natif de Gagnoa, vous n'êtes pas natif d'un parti politique. Porté par l'espoir et la mobilisation de ses membres, Gagnoa Nouveau incarne une vision, celle d'une région unie et prospère. Une ambition partagée par les invités de Sa Majesté. Gagnoa Nouveau, c'est une plateforme citoyenne, c'est-à-dire c'est une association de la société civile qui est composée de tout le monde, quel que soit votre statut, quel que soit votre parti politique, etc. Ce que je viens de voir, en tout cas, les impressions là que vous me demandez, c'est des bonnes impressions. Parce que quand on parle de Gagnoa Nouveau, ça veut dire qu'il y a un ordre ancien et il y a un ordre nouveau. Donc il faut que l'ordre ancien change, parce que nous avons besoin de développement. Né il y a seulement un an, Gagnoa Nouveau affiche déjà un bilan encourageant, avec près de 10 sections en Côte d'Ivoire et des représentations en Europe.
Dans le cadre de ces actions communautaires en faveur des enfants, l'initiative Sourire de l'enfant a procédé à une remise de dons au service d'urgence pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Treichville. Des médicaments, du matériel de soins, des livres et des kits alimentaires ont été offerts pour soutenir les enfants hospitalisés, leurs parents ainsi que le personnel de santé. Amiko Robara et Marie Sissiri. Pour cette 10e édition de leurs actions communautaires, les membres de l'initiative Sourire de l'enfant ont choisi d'apporter leur soutien au service pédiatrique du CHU de Treichville. Au cours d'une cérémonie symbolique en présence des parents des enfants hospitalisés et du personnel soignant, du matériel de soins, des livres et des kits alimentaires ont été remis. Ces dons visent à améliorer les conditions de prise en charge des enfants malades et à soulager les familles souvent confrontées à des difficultés financières. Une initiative qui n'a pas manqué de toucher les responsables de l'hôpital et les parents. C'est la joie. Avec leur slogan, j'ai en même temps un sourire pour cette année 2025. L'initiative Le Sourire de l'enfant, c'est une initiative noble. Nous espérons qu'ils vont continuer encore longtemps. Ils sont à leur 10e initiative, à leur 10e édition. Vous voyez qu'en 10 ans, nous voyons les dons qu'ils ont fait aujourd'hui au CHU de Treichville. C'est un don qui va donner le sourire et à l'administration, et aux médecins, et aux parents, surtout les parents. Je suis vraiment touchée, je suis vraiment contente pour l'initiative, pour tous les médicaments, les livres qu'ils apportent vraiment à nos enfants, aux urgences immédiates, vraiment pour les parents qui n'ont vraiment pas les moyens. Ceux qui ont dû n'ont plus vraiment les moyens. Ce matin, je suis vraiment touchée. Pour Jules Renaud-Boli, président de cette 10e édition de l'initiative Sourire de l'enfant, ces actions traduisent la mission principale de leur organisation, redonner le sourire aux enfants et à leurs familles. Nous sommes au service d'urgence pédiatrique du CHU de Treichville et nous sommes vraiment heureux d'être ici, de contribuer avec ces dons vraiment à faciliter le décryptage, à faciliter en fait la joie aussi sur le visage des parents et à contribuer effectivement à la réduction du coût de certains intrants disponibles pour les parents. Cette journée de dons s'est achevée par une visite du service de pédiatrie au cours de laquelle les membres de l'initiative Sourire de l'enfant ont personnellement distribué des kits aux enfants hospitalisés. Ouvrons une page de religion. Connaissez-vous les Catherines? C'est un groupe de jeunes filles créé par le chantre Exaucé Victoire sur la paroisse Sainte-Catherine de Sienne de Yopougon. Sa fondatrice veut inculquer à ses enfants les valeurs incarnées par Sainte Catherine de Sienne, une femme qui, dès l'âge de 16 ans, a reçu un appel à servir Dieu. Le récit de Mon Désir Nascimento. Les Catherines sont une association de jeunes filles de 8 à 16 ans. Créée par le chantre Exaucé Victoire, cette association vise à donner à ces jeunes pousses un encadrement et une formation humaine, spirituelle en s'appuyant sur les vertus de Sainte Catherine de Sienne. La sortie officielle d'une première cohorte des Catherines s'est déroulée au cours d'une messe présidée par le révérend père Alexis Krebotti dans la commune de Yopougon. À travers cette célébration d'aujourd'hui, nous venons de faire leur consécration à Sainte Catherine et leur envoi en mission pour débuter leur activité sur la paroisse. Et nous rendons grâce à Dieu pour votre présence qui permettra aussi de savoir qu'à la paroisse Sainte Catherine de Sienne, il y a cette association-là qui s'occupe des jeunes filles et qui leur donne une indication avec le Christ à travers la spiritualité de Sainte Catherine. D'abord, Catherine Côte d'Ivoire, c'est une vision. C'est une vision parce que moi, je suis d'abord fonctionnaire. Je suis fonctionnaire de police de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une vision que j'ai eue dans les années 2013. Dans les années 2013, où cette paroisse, elle était une chapelle. Chapelle, elle était au Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, elle était au départ Sacré-Cœur de Jésus, mais il y a eu vraiment pas mal de tribulations. Et c'est là, un jour, l'évêque est arrivé. Il a dit, bon, j'ai l'impression que le Sacré-Cœur est un peu lourd pour vous. Donc, je vais vous donner une sainte laïque qui se nomme Sainte Catherine de Sienne, qui est ambassadrice de la paix.
Parce que là où il y a des tribulations, il faut quelqu'un au moins qui est sur le chemin de la réconciliation pour pouvoir gouverner dans ce lieu. Vraiment, c'est une activité à accompagner. Surtout, je dis merci à la fondatrice, Ezocé Victoire, qui aménage aucun effort de rassembler ces jeunes filles-là pour les accompagner, pour les guider. Prière de consécration, bénédiction du Père et remise d'objets de piété pour les accompagner sur le chemin de la foi ont été les faits marquants de cette cérémonie religieuse. Née en 1347 et décédée à l'âge de 33 ans, Sainte Catherine de Sienne est canonisée en 1461 et est la sainte protectrice officielle de l'Italie et proclamée la sainte patronne de l'Europe par le pape Jean-Paul II en 1999. J'ai dit Catherine, sort. Ceci marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur la télé utile. Restez fidèles.